Merci aux organisateurs, en particulier Mesdames Kiren et Ricardo Bocco pour cette invitation. Alors, sur cette question de théologie politique et de charia, d'abord j'aimerais faire très rapidement une remarque sur la question de la sécularisation, la catégorie de séculier, et sur le fait que il est important de questionner cette catégorie elle-même, parce que j'ai l'impression aussi que beaucoup de collègues et amis utilisent la catégorie de sécularisation comme, de manière implicite ou explicite, comme une fin à atteindre, comme un objectif à atteindre, et comme quelque chose d'éminemment positif. Et je pense qu'il faut être critique par rapport à cette catégorie qui a une histoire, qui a une généalogie dans la pensée occidentale, particulièrement la pensée européenne, et qu'il faut faire attention avec l'usage de ces catégories parce qu'elles font partie du récit de la modernité en Europe. Et c'est ce qu'on appelle en anglais master narrative. Donc ces récits globaux, généraux sur l'histoire de la modernité, la catégorie de séculier, de sécularisation fait partie de ce récit-là. Elle est au centre de ce récit sur la modernité et qui différencie l'Europe et l'Occident du reste du monde. Sachant que le concept lui-même de séculier et de sécularisation est une catégorie théologique qui vient de la théologie chrétienne et particulièrement de la théologie protestante. Donc il faut faire très attention par rapport à cette catégorie, cette notion, et être conscient de la multiplicité des sens et être conscient de son histoire et de sa généalogie. Et là, bien entendu, vous avez des travaux très importants de Talal Asset, mais là où je me distinguerai de mon collègue et ami Talal Asset, notamment dans son ouvrage Formations of the Secular, donc si vous voulez, la formation de la catégorie de séculier, il montre très bien, c'est que moi, je désigne plutôt que de parler de séculier, de catégorie de séculier, de secular, je parle du théologico-politique. Alors qu'est-ce que j'entends par le théologico-politique? Le pouvoir particulièrement théologico-politique. J'entends par le pouvoir théologico-politique plusieurs choses. La première, c'est que pour moi le pouvoir moderne est avant tout un pouvoir théologico-politique. Le pouvoir de l'État moderne, en Europe ou ailleurs dans le monde, le pouvoir de l'État moderne de manière générale, cette abstraction qu'est l'État, est un pouvoir théologico-politique. Alors qu'est-ce que j'entends par cela? Si on prend en compte la généalogie de l'État moderne en Europe, et tout à l'heure Mondher Kilani y a fait allusion de manière explicite, et avec particulièrement ce moment clé qui est celui du XVIe siècle, mais on peut remonter plus loin. À l'époque des croisades, on a ce qu'on appelle la crise d'investiture entre le pape et le pouvoir civil, qui est de dire qui a le pouvoir de déclarer la guerre, qui a le pouvoir de mobiliser les ressources de l'État temporel, et cette crise donc, de l'investiture, qu'on appelle la crise de l'investiture, au moment des croisades, et qui va trouver un moment aussi très important au moment du XVIe siècle, avec la découverte d'Amérique, et tout le débat sur les Indiens, et qui a le pouvoir d'assurer la conquête de l'Amérique, qui a le pouvoir de déterminer la nature des Indiens, donc la relation entre le savoir et le pouvoir, et qui a le pouvoir de christianiser les Indiens. Et là, on a tous les débats autour de Bartolomé de las Casas, mais tout simplement Vitoria, tout ce qu'on appelle la Salamanca School, l'école de Salamanque, qui est l'école scolastique, donc qui repose aussi bien sur la tradition aristotélicienne que la théologie de saint Thomas d'Aquin. Et à partir de là, vous avez une configuration du théologico-politique qui va se transformer à partir du XVIe siècle. Mais si vous voulez, la théorisation du politique
au XVIe siècle, va jeter les fondements de la théorisation de l'État moderne. Dans quel sens? Dans le sens où vous allez avoir plusieurs notions, comme cette notion de la communauté unique, du single commonwealth, ou le fait de représenter la communauté politique comme un single body, un seul corps, et où la théorisation du pouvoir se fera entre l'Église catholique et le pouvoir civil, et où il ne s'agit pas en fait de distinction entre le pouvoir civil et de dire ce sont deux sphères comme on le dit souvent, comme la sécularisation serait la séparation de l'État et de l'Église. Non, c'est absolument pas ça, ou de la théologie et du politique. Ce qui est théorisé à partir du XVIe siècle, et qu'on va retrouver dans les penseurs des Lumières, et ce qu'on appelle le pre-enlightenment, juste avant le XVIIIe siècle, c'est en réalité la théorisation de l'imbrication du pouvoir théologique et du pouvoir civil, et la question de l'inversion du rapport de force. Donc, jusqu'au XVIe siècle, on a, en quelque sorte, une église et un pape qui a toujours la prétention d'avoir ce pouvoir temporel sur l'ensemble de la chrétienté. À partir du XVIe siècle, vous avez une théorisation qui va se faire, qu'on va retrouver chez Spinoza, et surtout chez le grand théoricien, le plus grand théoricien de l'État moderne, qui est Thomas Hobbes, donc dans le Léviathan, et qui vont théoriser l'imbrication du théologico-politique en donnant la prééminence non pas au pape et au pouvoir de l'Église, mais au pouvoir du souverain, et au pouvoir, par exemple chez Hobbes, le pouvoir de l'état civil, du Léviathan, ce qu'il appelle le Léviathan. Le Léviathan est un monstre biblique. Mais si vous prenez par exemple cet ouvrage très important, qui est central dans la théorie politique de l'État moderne, c'est un ouvrage qui peut se lire de manière théologique. Vous avez les deux premières parties du Léviathan sont consacrées à la théorisation du pouvoir de l'État moderne, de l'État civil, du souverain. Quels sont ses pouvoirs? Et puis vous avez la deuxième partie de l'ouvrage, enfin il y a 4 parties, mais donc le chapitre 3 et le chapitre 4, qui sont consacrés à une interprétation des Écritures par Hobbes pour justifier l'État civil. Donc, Hobbes, par exemple, dans le Léviathan, on va retrouver la même logique chez Spinoza, on va retrouver la même logique chez Locke, on va retrouver la même logique chez toutes les grandes figures de la philosophie politique qu'on considère comme les pères de la modernité et de la sécularité. En réalité, on va trouver une théorisation de l'État sur des bases théologiques, sur une interprétation du Testament. Et Hobbes, dans le Léviathan, il dit que l'État moderne est it's a mortal God, c'est un Dieu mortel. Donc, c'est pas simplement un pouvoir théologique ou politique à partir d'une interprétation des Écritures, des textes de la chrétienté. C'est aussi une analogie entre le pouvoir de l'état civil et le pouvoir de Dieu. Et si vous voulez, toute la théorisation de Carl Schmitt sur cette question de ce qu'il appelle la théologie politique, c'est de montrer très bien comment les concepts du droit moderne, et notamment le concept central de l'état moderne qui est celui de la souveraineté, est un concept, ce qu'il appelle un concept théologique sécularisé, où le souverain, qui est forgé à l'image de Dieu, est en réalité constitue la généalogie théologique de l'État moderne, c'est-à-dire un État tout-puissant, avec la formulation de la norme qui est le droit, et qui a pouvoir de forger la subjectivité, la personne, les individus, la société, et qui a un pouvoir absolu. Quand vous lisez Hobbes, qu'on présente encore une fois comme le père de la pensée libérale, à juste titre, mais si on lit de manière plus rigoureuse, on ne peut être qu'effaré par le pouvoir, tous les pouvoirs que donne Hobbes à l'état civil. Et en l'occurrence, il lui donne un pouvoir absolu. Et nous vivons, si on essaie d'avoir un regard critique sur la vie que nous avons dans les États modernes aujourd'hui, ailleurs, parce que l'État a été généralisé à travers des différents processus depuis le XVIe siècle, en Europe ou ailleurs,
vous allez voir que l'État, à travers le droit, à travers la loi, a un pouvoir absolu sur les individus et sur la société. Et ça, c'est ce qui fait que le pouvoir moderne est en réalité à cette généalogie théologico-politique. Donc, si on tient compte de ces différents éléments-là, les problèmes se posent de manière différente. Parce que quand vous dites que l'État moderne est un État séculier, donc la conception classique, la vulgate classique, ou la conception dominante, qui consiste à dire que l'État moderne ne s'est pas construit sur la théologie, mais qui est comprise comme la rupture avec la théologie, avec sa généalogie chrétienne, ou avec la théologie politique. Si vous considérez au contraire que l'État ne s'est pas construit sur ça, donc si vous considérez qu'il y a effectivement, si vous prenez à votre compte, ce qui est souvent le cas, ce récit de la sécularisation, de manière presque linéaire, donc la question qui se pose, en général, c'est de chercher dans les territoires musulmans ou dans les territoires non occidentaux, de chercher ce qui ressemblerait à des processus similaires, ou à identifier les manques en disant, mais oui, dans le monde musulman, ou en Inde, ou je ne sais où, il manque ce processus-là pour qu'il y ait un État séculier. Mais quand vous pensez l'État de manière totalement différente, l'État moderne, et vous pensez que l'État moderne est en réalité un pouvoir théologico-politique, à ce moment-là, les termes de l'équation, les termes du problème sont totalement différents. Parce que la question n'est pas celle d'un État séculier qui serait opposé, qui serait le fer de lance de la sécularisation et qui serait la fin de l'histoire en quelque sorte. Parce que c'est aussi un peu ça ce qu'on a entendu et ce qu'on entend souvent, c'est que la sécularisation serait un moment nécessaire dans un processus de démocratisation des sociétés musulmanes. En réalité, le problème se pose différemment, puisque l'État moderne est dans son essence théologico-politique. Alors, je vais parler plus précisément des territoires musulmans, parce que si on a en tête ça, on va comprendre ce qui se passe au moment colonial. Il y a une rupture fondamentale qui va se faire. C'est que, au moment de l'expérience coloniale, on a une construction de l'État colonial et une construction d'un pouvoir théologico-politique à deux niveaux. Sur son fondement, puisqu'il va se construire sur le droit et notamment sur l'exportation du Code civil français, donc le Code civil qui était formulé en 1804, ce qu'on appelle le Code Napoléon, et je pourrais revenir plus en détail sur ça, mais je ne vais pas en parler, parce que le Code civil lui-même a une origine théologico-politique. Donc la formulation du droit qui va avoir des conséquences primordiales, importantes, cruciales sur la charia. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Si vous prenez le cas algérien, vous allez avoir un processus où un processus qu'on va retrouver au Maroc, en Égypte, un peu partout. Le pouvoir colonial, en cherchant à gouverner les sociétés colonisées, va dire: nous avons ici des sociétés où l'islam est dominant, où l'islam structure ces sociétés-là, et on va faire la distinction entre l'islam comme religion et l'islam comme civilisation. Alors cette distinction, elle aura des conséquences fondamentales. Parce que tout à l'heure, Mandel Kilani a parlé de la catégorie de religion, mais précisément, le pouvoir colonial va être un jeu constant en définissant ce qu'est une religion, ce qu'est l'islam en tant que religion. Et donc, si cet aspect relève de l'islam en tant que religion, on ne va pas y toucher. Par contre, ce qui relève de l'islam en tant que système social, là, on va le transformer. Mais selon quelle logique? Quand on plaque
une catégorie qui est cette catégorie de religion qui est issue de l'histoire européenne, et quand on va la plaquer dans le cas algérien ou dans le cas musulman de manière générale, on va de manière totalement arbitraire, répondant à des logiques de pouvoir, du pouvoir colonial, dire voilà ce qui relève du religieux en islam et voilà ce qui relève du religieux. Donc ça a des conséquences fondamentales, parce que dans la charia et dans le fiqh, vous avez cette distinction fondamentale entre les ibadat et les mu'amalat. C'est-à-dire, pour traduire, même si c'est toujours trahir, les ibadat, c'est-à-dire tout ce qui relève du worship, du culte, de la dévotion, et ibadat, tout ce qui relève des transactions sociales, des relations sociales. Mu'amalat. Voilà. Donc l'ibadat, tout ce qui va entrer dans la catégorie, aux yeux des Occidentaux à l'époque coloniale, de la religion, ce qui va représenter la foi. Et les mu'amalat, tout ce qui relève des transactions sociales et de la régulation sociale, et tout ce qui relève du système de fiqh, ce qu'on appelle aujourd'hui le droit musulman ou islamic law, ou de manière générale, tout ce qui relève du système de justice. Et donc, le pouvoir colonial va séparer les deux sphères en disant cette sphère des transactions, on va la transformer. Et elle va faire l'objet du droit civil. Et la sphère des ibadat, on ne va pas, mais en réalité, ils vont y toucher. Ils vont y toucher de manière indirecte, je pourrais revenir en détail. Et donc, on a, pour aller très vite, la construction d'un islam français en Algérie. On a au niveau du droit ce qu'on appelle le code moran, qui va être une sorte de combinaison entre, comme ce qu'on appelait en Inde, des Anglo-Mohammedan law. Donc ça va être une combinaison des deux. Et donc, qu'est-ce qu'on aura? On va déstructurer totalement le système de la charia et du fiqh. Pourquoi? Parce que si vous gardez à l'esprit ce que c'est que le fiqh, historiquement, est un droit, ce n'est pas un droit, c'est une formulation de la norme qui est faite par la communauté, par des spécialistes au sein de la communauté. Le fiqh n'a jamais été un droit de l'autorité politique ou un droit de l'État. Or, ce que va faire la colonisation, elle va introduire une rupture fondamentale. Elle va faire de la charia et du fiqh un droit de l'État, formulé par l'État, et non plus formulé par les spécialistes de la norme islamique, les spécialistes du fiqh, les spécialistes de la charia. Et ça, c'est une rupture fondamentale. En fait, pour faire vite, l'État théologico-politique en islam est une création coloniale. Pourquoi? Parce que elle va introduire une rupture dans la formulation de la norme, qui était jusque-là l'objet des spécialistes indépendants du pouvoir politique, qui était jusque-là formulée dans une interaction avec la communauté musulmane, qui était là reposée sur une pluralité de normes, une pluralité d'opinions. Par exemple, la logique du fiqh, ce n'est pas la logique du droit moderne. La logique du fiqh, vous avez 5 ou 6 catégories dans lesquelles votre action s'inscrit. Donc vous avez ce qu'on appelle al-mandoub, al-makrouh, al-mustahab, al-halal, al-mahroum, et akhirih. Donc c'est-à-dire tout ce qui relève de catégories qui ne vous mettent pas dans la légalité ou l'illégalité, mais qui vous mettent dans un type d'action ou de comportement qui est désiré ou qui est recommandé. Donc, une logique qui n'est pas du tout celle du droit moderne, qui est dans une logique binaire, ou bien vous êtes dans la loi, ou bien vous êtes dans la loi, ou bien vous êtes dans l'injonction, ou bien vous êtes dans l'interdiction totale. Donc, c'est une rupture doctrinale, c'est une rupture en termes de système, puisqu'elle va couper la formulation de la norme par la communauté et par les spécialistes de la communauté, et elle va faire du fiqh, la formulation du fiqh, plus exactement,
un droit de l'État. Et ça, c'est une rupture fondamentale. Donc, quand on parle aujourd'hui d'État théologique, de théologie politique ou théologique, il faut savoir de quoi on parle. On parle de cette généalogie de ce pouvoir qui se situe en Europe, et elle s'est inscrite, elle a été à un moment donné exportée au moment de l'expérience coloniale. Et alors, pour conclure, je terminerai là, et on pourra en revenir en détail sur ça, la question qui se pose aujourd'hui, c'est... ce n'est pas tant la question de la sécularisation, ou d'attendre une sécularisation qui serait la solution pour les sociétés musulmanes. La question qui se pose aujourd'hui, c'est pour un musulman, parce que on parle de cela, c'est de savoir comment je fais aujourd'hui pour vivre selon la charia. La charia est déjà vécue à travers les ibadats. Elle est déjà vécue à travers ce qu'on appelle la dévotion. La charia, la question qui se pose, c'est comment je fais aujourd'hui en tant qu'individu dans ma relation à la communauté. La question, c'est de savoir comment je fais de la charia et du fiqh une source d'inspiration pour la communauté, et pas simplement dans une logique individuelle. Donc l'enjeu, il est là. Sachant que, historiquement, et c'est ça l'esprit de la charia, c'est la multiplicité des interprétations. C'est la multiplicité des opinions. Et c'est la protection de la communauté vis-à-vis de l'État, du pouvoir de l'État. Donc l'enjeu aujourd'hui, quand on dit repenser ou refaire, c'est pas tant repenser la charia, c'est faire de la charia une source d'inspiration aujourd'hui pour les communautés, pour assurer leur indépendance vis-à-vis du pouvoir d'État moderne, du pouvoir de l'État moderne. Donc l'enjeu est beaucoup plus fondamental que simplement un processus de transition ou un processus de sécularisation. La question c'est aujourd'hui, où en sommes-nous par rapport aux questions centrales d'éthique, parce que la charia c'est cela aussi, comment je fais aujourd'hui en tant qu'individu, en tant que communauté, pour vivre une vie éthique dans un monde moderne qui est antagonique, qui s'est construit aussi contre la dimension éthique. Voilà, merci.